dans un monde de corona où la plupart des gens, on a 1 million de chômeurs, d'accord? Il n'y a pas le choix. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous sommes avec Lali Deray. Lali, bonjour. Merci Lali d'être avec nous ce matin. Alors on va parler avec toi d'un sujet important, une loi qui est passée cette semaine à la Knesset et une loi qui concerne les allocations chômage et les allocations qui sont touchées par certaines personnes et une injustice qui a été vraiment réglée grâce à cette loi. D'abord, on va parler de l'association ou de l'organisation dans laquelle tu es active maintenant. Ça s'appelle 121. Quelques mots sur cette organisation. Quelques mots sur cette organisation. Alors, 121, en fait, c'est une association qui a pour but de changer la régulation, de changer les lois pour tout ce qui concerne le domaine social. Ça veut dire que quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la législation israélienne, et Dieu merci, les exemples ne manquent pas, alors on réunit un groupe d'associations, de personnes qui sont touchées par cette injustice, cette erreur, on va dire, ouais. Cette injustice. On écrit en fait un projet de loi et ensuite on essaye de convaincre les politiciens et les personnes qui travaillent dans les différents ministères, ouais. Pour les fonctionnaires, en fait, pour les convaincre de changer la loi. Donc, on a plusieurs projets. On a des projets dans le domaine de l'éducation, on a des projets dans le domaine des formations professionnelles, on a des projets également dans le domaine de la formation des personnes qui s'occupent des bébés de 0 à 3 ans. Et donc, avec le corona, voilà, on a décidé de s'occuper justement des personnes qui Alors en fait cette association 121, c'est une forme en fait de lobbying que vous faites sur les députés, sur du lobby social. Voilà, un lobby social sur les députés, sur les ministres, sur ceux qui prennent des décisions. Et alors il y avait justement une injustice qui a été révélée. Alors on va aussi essayer d'expliquer de quelle manière cette injustice est arrivée à vos oreilles. C'est concernant les doubles allocations. Alors est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Ok. En fait, selon la loi israélienne, quelqu'un qui a droit tout au long de l'année à une allocation de subsistance, comme on appelle ça, c'est-à-dire soit une allocation de vieillesse pour les femmes de 62 à 67 ans, soit des personnes qui ont divorcé, des femmes qui ont divorcé dont le mari ne paye pas la pension alimentaire, et c'est donc le Bitoach Leumi qui paye la pension alimentaire, soit des personnes handicapées qui ont à charge des enfants handicapés aussi, soit des personnes qui gagnent tellement peu d'argent que le Bitoach Leumi est obligé de leur compléter, on va dire, le RMI, le revenu minimum. D'accord ? Ces personnes-là, elles n'ont pas le droit, en parallèle, de toucher une autre allocation. Elles n'ont droit à toucher que cette allocation. Or, est arrivé le corona. Ces personnes-là qui travaillent pendant toute l'année, ce n'est pas des personnes qui restent à la maison ou qui ont décidé de rester les bras ballants. Au contraire, c'est des gens qui se battent et qui continuent à travailler. Ces personnes-là ont été mises au chômage par la force des choses suite au corona. Et donc, quand elles ont demandé donc, l'allocation chômage, on leur a expliqué, si vous recevez l'allocation chômage, vous ne pourrez plus recevoir votre allocation de subsistance. Et donc, elles se sont trouvées avec presque 2000 shekels, des fois pas, même 3000 shekels de moins dans leur entrée mensuelle, ce qui les a mis complètement, ce qui les a tout simplement mis dans le côté ils les avaient baissés de niveau de vie de façon drastique, et certaines personnes sont arrivées vraiment à ne pas avoir à manger elles n'avaient pas d'argent pour payer le c'est-à-dire que c'est un peu en fait une situation, c'est quand même une situation quand même absurde, parce que on voit pas pour quelle raison, si on touche une allocation chômage qui est liée donc à notre activité professionnelle, pourquoi on ne pourrait pas toucher l'allocation qu'on a l'habitude d'avoir chaque année. En fait c'était une situation complètement absurde. C'était absurde, mais pour le Trésor par exemple, il y a une certaine logique. Pour lui il faut, si on accepte qu'une personne ait l'allocation de subsistance et le chômage, alors en quelque sorte,
on lui donne une raison de ne pas aller travailler. D'accord ? Donc, eux, leur but, dans un monde normal, dans un monde pré-corona, on va dire que peut-être qu'il y a une certaine logique. D'accord ? On dit aux gens, on ne veut pas que vous vous enlisiez dans cette période de chômage, on veut que vous sortiez le plus vite possible dans le monde actif, et donc on ne veut pas vous donner ces 2 allocations en même temps. Mais dans un monde de corona, où la plupart des gens, on a 1 million de chômeurs, d'accord ? Il n'y a pas le choix. Ouais. C'est pas que ces personnes-là, surtout une personne de 62 à 67 ans, qui sont donc des populations à risque par la force des choses, elles ne peuvent pas retourner travailler, tout simplement. Et donc, leur empêcher de recevoir ce qui leur permet de manger, c'est des personnes qui gagnent des sommes dérisoires, a priori déjà. Donc, c'était juste. Alors, c'est vraiment une injustice. C'était une injustice. Comment cette injustice est arrivée à vos oreilles ? Comment vous avez pris conscience de ce qui se passait dans la réalité ? En fait, avant le corona, on travaillait sur une autre injustice qui fait qu'une personne âgée de 62 ans pour les femmes ou 67 ans pour les hommes qui continue de travailler, d'accord, si elle gagne plus, à partir d'une certaine somme, à partir de 5 000 shekels par mois, son allocation vieillesse est réduite de 60%. Et à partir de 6 000 shekels, 7 000 shekels, c'est carrément 100% de l'allocation vieillesse qui est tout simplement annulée. D'accord ? Okay. Donc déjà, on travaillait un peu sur ce dossier-là. Et donc, on avait beaucoup de témoignages de personnes qui connaissaient notre action dans ce domaine-là et qui, donc, après le corona, nous ont dit « Opa, il y a quelque chose de nouveau qui se passe là. On nous enlève carrément notre allocation vieillesse à 100%. Même si nous n'arrivons pas à la somme de 5 000 shekels. » Et donc là, on s'est dit, il y a un problème. On s'est tout de suite renseigné, on a cherché le texte de loi, on s'est renseigné auprès du Bitoach Leumi. Il faut vraiment dire ici que le Bitoach Leumi, dès le début, a été avec nous et a compris le problème et a voulu arranger le problème. Mais par contre, au Trésor, au ministère des Finances, c'était très, très, très difficile de les convaincre. On a mis 2 mois et demi de travail acharné. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous décrire très rapidement comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est des discussions, c'est des téléphones, en fait, c'est un travail, ouais. Alors, c'est un travail ça vient des 2 côtés. C'est vers le haut et vers le bas. D'un côté, il y a le travail du terrain, c'est-à-dire qu'on prend des personnes qui ont été touchées, d'accord ? Et on fait du travail médiatique, on les fait passer à la télé, on les enregistre, on fait des posts Facebook, on fait un gros travail médiatique pour montrer le problème et pour montrer un visage à ce problème. Ce n'est pas seulement des chiffres, c'est des visages. Ça, c'est des personnes, des véritables personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler en parallèle avec les politiciens, c'est-à-dire des politiciens et de l'opposition et de la coalition. L'opposition, ils ont tout intérêt à montrer que la coalition sont des personnes complètement injustes, etc. La coalition, elle a intérêt à montrer que non, pas du tout. Et donc, on travaille des 2 côtés pour convaincre des députés à parler de ce sujet-là dans les différentes commissions parlementaires. On parle avec les ministres, on essaie d'obtenir l'oreille des ministres. Là, dans ce cas, c'était le ministre des Affaires sociales, Itzik Shmouli, qui a tout de suite compris qu'il y avait un problème. À partir du moment où il est rentré dans le sujet, il s'est battu comme un beau diable pour faire ce changement. On parle aussi avec les fonctionnaires du ministère du Trésor pour leur expliquer qu'il y a ici quelque chose de pas normal qui est en train de se passer et qu'ils doivent absolument réfléchir à la grande image, on va dire. Ouais. Ils sont plongés toute la journée dans des tableaux Excel, ces personnes-là, il faut comprendre. Ils vivent dans des tableaux Excel. Quand on leur présente la réalité face aux yeux, alors on arrive quelquefois à les faire changer d'avis. Mais c'est un vrai boulot de tous les côtés. Il faut qu'il y ait un boulot médiatique, il faut une pression publique, il faut qu'il y ait des pressions politiques. Il faut que tout vienne en même temps. Et à partir du moment où on réussit à faire coïncider tout ça, on obtient des résultats. Et c'est ce qu'on essaie. On va continuer à faire ce travail dans les différents dossiers qu'on est en train de traiter. Alors, on obtient des résultats. Le résultat, c'était cette semaine, puisque la loi a été adoptée. Je crois que c'était dans la nuit de dimanche à lundi, une loi qui a été adoptée. Et donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les personnes qui reçoivent donc normalement des allocations, que ce soit les allocations pour personnes qui sont handicapées, etc., peuvent aussi avoir leur allocation chômage.
Exactement, ça veut dire qu'elles vont recevoir ça rétroactivement. Rétroactif aussi, ça c'est important. Depuis le 15 mars et jusqu'à la fin du mois de juin. Et on est en train de travailler pour que ça continue en juillet et en août jusqu'à ce que ces personnes puissent retourner travailler. Bien entendu, ça ne va pas être ad vitam aeternam, ils vont devoir mettre une limite à ça, mais au moins que pendant la première période du corona où ces personnes-là ne peuvent pas retourner, parce que, encore une fois, très souvent, ce sont des personnes qui sont des populations à risque. Donc, essayer d'allonger pour le moment, c'est donc du mois de mars jusqu'au mois de juin, et on travaille très, très dur pour que ça continue en juillet, en août, voire jusqu'après les fêtes. Alors Lali, j'ai une question un peu plus générale maintenant, concernant justement tout ce travail de lobbying, toutes ces choses que vous avez faites, et bravo pour ce travail, pour cette belle réussite dans ce domaine. Mais est-ce que ce n'est pas un peu, frustrant ou énervant que ce soit des associations comme votre association, l'association 121 ou d'autres associations qui doivent faire un travail de lobbying pour arriver à ce genre de résultats? Est-ce que à l'intérieur justement de ces ministères, du Bitoir Leumi, ils ont dû entendre le problème, ils ont dû se rendre compte qu'il y avait un problème? Pourquoi ça ne vient pas d'eux-mêmes, cette démarche? Je vais vous dire un peu ce que le directeur du département des budgets au ministère des Finances a dit carrément après avoir accepté de changer la loi. Il a tout simplement dit qu'il n'était pas conscient de ce problème. C'est-à-dire qu'ils ont tellement... on va dire que je vais les juger, comme on dit, les caves-stroutes. Ouais. D'accord c'est des personnes qui ne voient pas... Ils vivent dans des bureaux, d'accord? Ils vivent dans des bureaux, ils ne connaissent pas la réalité. Les fréquentant un petit peu, beaucoup, on va dire, ces derniers temps, je peux vous dire que je ne pense pas qu'un d'entre eux a connu la pauvreté, d'accord? Et en fait, il n'y a rien à faire, il faut éveiller les consciences. Et il faut éveiller les consciences. Et il faut comprendre, le budget national, il est limité, d'accord? Et il y a toujours des choses... ça marche avec des lobbies. C'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai qu'on aimerait vivre dans un monde parfait où les choses se font de façon naturelle et où la justice se fait de façon naturelle. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais le problème justement de ce lobbying et du travail que vous faites. Alors, pour le cas de 121, vous faites un travail dans le domaine social et c'est des objectifs qui sont très louables et c'est très important, etc. Mais on peut imaginer qu'il y a d'autres lobbies qui sont faits et qui sont pas tout le temps pour l'intérêt général du public et que c'est pour l'intérêt de certains groupes. C'est un peu dangereux aussi. C'est clair que c'est dangereux et il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites sur, par exemple, des sociétés de lobbying pour le tabac, où quand la Knesset a voulu interdire le tabac, on a eu des réunions dans les commissions parlementaires où on avait carrément des lobbyistes qui murmuraient à l'oreille des députés et on voyait les députés faire un détournement de 180 degrés sur leur position. Oui, bien sûr qu'il y a un danger, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche, c'est la démocratie et ça existe dans tous les pays. C'est pas seulement en Israël que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire contre ça, à part, bien entendu, limiter le pouvoir des lobbyistes. Je sais qu'il y a des lois sur ça à la Knesset. Nous avons décidé, par exemple, ça nous aurait facilité le travail d'avoir un espèce de badge de lobbyiste sur notre poitrine quand on rentre à la Knesset, parce que c'est beaucoup plus facile de rentrer, d'obtenir des résultats, etc. Mais en même temps, nous n'avons pas envie d'être identifiés comme des lobbyistes parce que nous ne représentons pas une personne, nous ne représentons pas un groupe, nous représentons justement le député, le 121e député, c'est-à-dire le public israélien. Donc c'est très important pour nous d'avoir cette indépendance-là. Mais encore une fois, je comprends très bien ce que vous dites. Très bien. En tout cas, bravo et félicitations pour cette belle victoire. Une prochaine bataille, peut-être, là, tout de suite La prochaine bataille, on est en train de travailler très, très dur pour essayer de faire un programme national de formation professionnelle, justement, de réinsertion professionnelle. On sait qu'on a 1 million de chômeurs aujourd'hui à cause du corona. La majeure partie d'entre eux n'ont aucun ni diplôme, ni formation. Et l'État doit mettre la main à la poche pour les faire rentrer dans le marché du travail. On nous dit toujours qu'il ne faut pas donner des poissons aux pauvres, il faut leur donner une canne à pêche. Et bien voilà, cette canne à pêche-là, ce seront les formations professionnelles. On est en train de travailler pour faire justement un programme avec
avec les industriels, avec le ministère des Finances. On travaille très, très dur et je suis plutôt optimiste après une réunion qu'on a eue hier, mais je n'en dirai pas plus. Bon, écoute, tiens-nous au courant. En tout cas, on sera très heureux d'avoir des nouvelles aussi dans ce domaine. Merci beaucoup, Lali, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. Merci. Bonne journée. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.